Accouchement, le podcast pour booster ta confiance en tes capacités à accoucher. Je suis Marie-Laure, maman de 4 enfants et doula, et j'adore accompagner les femmes à trouver la force en elles pendant leur maternité. Sur ce podcast, je reçois des mamans qui racontent en toute authenticité comment elles ont été actrices de leur accouchement, comment elles se sont préparées, mais aussi comment elles ont dépassé leurs difficultés. J'espère que ces histoires t'inspireront pour toi aussi pouvoir vivre ton accouchement pleinement et peut-être même transformer ta vie. Bonjour Julie. Bonjour Marie-Laure. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour ton histoire d'accouchement sur le podcast. C'est toi qui m'as contactée, on se connaît pas, donc je vais aussi découvrir ton histoire. Mais j'ai été touchée et j'avais bien envie d'aborder ce sujet avec toi puisqu'on va parler d'un sujet assez sensible et qui peut être très chargé émotionnellement, qui est celui du deuil périnatal. C'est ça. Donc, merci d'être ici. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu ta famille? Eh bien, moi, je m'appelle Julie, j'ai bientôt 43 ans, j'ai 2 enfants en vie. J'ai Gabriel qui a 9 ans, qui est au CM1, et j'ai Blandine qui a 18 mois. Voilà. Et j'ai à mon actif 6 grossesses, dont une où j'ai dû accoucher d'un bébé sans vie en 2021. Et cette petite fille, elle s'appelait Rose. Ok, donc un bébé né sans vie à 5 mois de grossesse, c'est ça? Oui. À 5 mois de grossesse, les examens donc ont montré que Rose était atteinte de la trisomie 18. Donc, mais comme toute maman, on a le papa, l'examen qui permet de déceler la trisomie 21. Donc là, déjà, il y avait le papa qui était effondré et les bêta-HCG qui étaient basses sur ce premier examen. Et donc, en tant qu'infirmière, j'ai fait mes petites recherches et j'ai vu que déjà, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce que ces deux évaluations entre le papa qui est effondré et les bêta-HCG qui étaient basses, déjà, ça montrait une éventualité de la trisomie 18. Après ça, il y a eu un dépistage prénatal non invasif qu'on appelle le DPNI, qui est aujourd'hui remboursé, qui à l'époque ne l'était pas, mais aujourd'hui il est remboursé. C'est un examen qui permet d'évaluer les trois trisomies les plus rencontrées, la trisomie 21, la trisomie 18 et la trisomie 13. Et ça permet, c'est une prise de sang qui permet de déceler en fait les chromosomes circulants du bébé dans le sang de la maman. Okay. Donc ça c'est super parce que là on est vraiment sûr que quand on a les résultats, que c'est bien. Si ça tombe de façon négative, on est sûr que le bébé est atteint. Donc moi c'était le cas. Rose était atteinte de la trisomie 18. Donc c'est une maladie c'est une maladie chromosomique. Il y a un taux de mortalité qui est très élevé. Ça provoque des anomalies physiques, des problèmes au niveau des organes internes. Il y a 50% de décès la première semaine de vie. À la naissance? Ouais. Oui. Dans la première semaine. Donc, nous, c'était clair avec mon compagnon que on n'allait pas poursuivre cette grossesse. Mmh. Ça a été un vrai déchirement. Ça a été un vrai déchirement parce qu'au moment où on a vraiment les résultats qui arrivent et au moment où j'ai également eu une amniosynthèse. Donc, c'est obligatoire, malgré le DPNI qui est fiable à 100%. On demande une amniosynthèse. Après, il y a l'équipe médicale qui se réunit. Il y a une décision collégiale qui se fait. Et là, on pose une date pour l'interruption médicale de grossesse.
Et vous avez eu combien de temps pour prendre cette décision? Alors, j'ai regardé tout à l'heure un peu les dates là qui s'étaient passées. En fait, il s'est passé un mois D'accord. entre l'annonce du diagnostic et la naissance de Rose. Il s'est passé même un peu plus d'un mois. Et là, chaque jour qui passait, moi, j'avais l'impression que j'allais défaillir, que mon corps il suivait pas. J'étais au plus mal. J'étais vraiment au plus mal. Ça a été une période très très rude parce que le corps il parle et ce qui se passait pour Rose, ben je le vivais avec elle. Et j'avais écrit un mantra dans le salon, force et courage. Donc j'avais ça tous les jours devant moi, force et courage, force et courage. Et c'était vraiment un mantra que je me répétais tous les jours, tous les jours, tous les jours pour faire face à ça. Parce que Gabriel était là. Gabriel Mhm. n'avait pas encore 8 ans. Oui. Lui, et il vivait tout ça avec moi, avec nous, avec mon compagnon. Et puis, il y avait aussi la famille. Il y avait mes parents, il y avait les parents de mon compagnon. On embarquait avec nous, pas que nous, en fait. Mm. Et oui, Et parce que du coup, c'est un bébé qui était attendu, que tout oui, le monde attendait avec impatience, que la grossesse était déjà bien avancée. Donc, il y avait déjà un investissement sur ce bébé-là, c'est j'imagine. ça. Exactement. Il était attendu. Elle était attendue, Rose. Et c'est vrai que j'ai même encore, j'ai gardé des dessins de Gabriel où il me dessine avec avec Rose dans mon ventre. Enfin, c'était dur. C'était dur. Et après, il y a le jour où ça y est, il faut sortir ce bébé parce que bon, ben là, c'est un bébé hein, qu'on va sortir à 5 mois de grossesse. Et ça se fait en plusieurs étapes. Donc, il y a déjà une première étape où on se rend à la maternité, où on nous donne des médicaments pour arrêter le cœur. Donc, ça se fait Ouais. sur deux Déjà, jours. avant d'en arriver à ce jour-là, est-ce que tu as eu un accompagnement par le personnel soignant, par un psychologue peut-être? Je sais pas. Alors, oui, on a vu la psychologue de la maternité. Euh, oui, enfin, à ce moment-là, ça m'a pas réellement apporté quelque chose, honnêtement. J'étais pas prête à entendre quoi que ce soit. J'étais dans le fait de tenir le coup, que mon corps il tienne le coup jusqu'au bout, voilà, de pas défaillir pour Rose, pour moi, pour mon fils, pour mon compagnon, pour tout le monde qui était là autour. Voilà, j'étais pas dans l'après en fait. Hmm. Elle abordait l'après. J'étais pas dans ça. J'étais dans ce que je vivais au moment présent. Parce que bon, tout ça pour une femme, ben, c'est viscéral. Hein, ça se passe dans le corps. Oui. Et là, puis Rose, elle bougeait. Rose, elle allait bien. Il faut savoir que dans mon ventre, Rose, elle allait bien. Elle était Hmm. bien. Elle bougeait comme un bébé tout à fait normal. Et même à la myosynthèse, je l'ai vue. Et elle essayait d'attraper l'aiguille de la myosynthèse. Elle était en vie. Elle avait envie de vivre, Rose. Hmm. Elle était bien. Alors après, les dernières échographies ont montré quand même qu'il y avait de l'eau dans le cerveau, ça commençait à dégénérer un peu. Parce que la première échographie était parfaite, mais après, la deuxième échographie montrait déjà des choses qui n'allaient pas. Ok. Mais jusqu'au bout, Rose allait bien. Rose Hmm. allait bien. Donc, on Oui, a donc eu c'est difficile de sentir la vie en nous en sachant que ça allait bientôt se terminer, quoi. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y avait ce parallèle-là entre ben, la vie et la mort. La vie qui bouillonnait en moi, dans mon ventre, et la mort qui allait arriver. Hmm. Et ça, c'est compliqué. Et cette décision, elle est compliquée parce qu'en fait, Rose, eh ben, j'aurais pu aller jusqu'au bout de la grossesse. J'aurais pu euh, la mettre au monde.
avec l'épée de Damoclès qui disait que elle serait malade, qu'il y aurait un gros accompagnement médical. Et ça, on voulait pas. Parce que tant qu'elle était dans mon ventre, moi, j'avais posé la question, je disais, mais est-ce qu'elle souffre? Et non, elle souffrait pas dans mon ventre. Mais par contre, une fois qu'elle serait sortie de mon ventre, là, elle aurait souffert. Avec le risque aussi, du coup, les 50% de risque de mort dans les premiers jours, quoi. Bien sûr. Donc, de toute façon, dans la première semaine, il y a 50% de décès par rapport à la trisomie 18. Et après, ce sont des bébés qui vivent à peine un an. Donc, c'était pas, pour nous, c'était pas envisageable, ça. Très difficile à accompagner, du coup. Voilà. De s'attacher à ce bébé et de se dire, mais ce bébé, il va mourir. Non. C'était pas envisageable. Ouais, je comprends. Voilà. Donc le jour J, comment ça s'est passé? Le jour J, donc voilà. Donc déjà, il y a ces 2 journées où on va à la maternité, on va voir la cadre de santé dans son petit bureau et on prend un médicament pour arrêter le cœur. Donc j'ai très mal supporté. J'ai vomi triple et boyau ces 2 journées-là. C'est mon amie qui est infirmière aussi comme moi qui m'a accompagnée parce que je ne voulais pas ni mon compagnon ni ma mère dans ce moment-là. Je voulais pas les embarquer dans ça. Mais par contre, j'avoue que le soutien d'Anaïs a été primordial. Elle a été là, elle m'a soutenue. Et ça, dans ce moment-là, d'aller à la maternité, de prendre ses comprimés et de se dire, là, ça y est, c'est la fin, j'arrête le cœur de mon bébé. Bon, j'étais pas seule. Et ça a été super. Et après, on rentre à la maternité, donc 2-3 jours après, le soir à 17h, on nous avait donné rendez-vous avec mon compagnon qui m'a pas lâchée, qui a été là comme un roc à côté de moi et qui lui, n'avait pas trop de mots, le pauvre, mais rien que sa présence, c'est tellement précieux que voilà, on était là tous les deux à affronter ça. Et là, on a commencé à me mettre des tampons d'algues dans le vagin pour dilater le col, pour préparer à l'accouchement. Et on m'a expliqué que j'allais avoir des contractions. Donc, on m'a installée dans une chambre de maternité, au bout du couloir, pour pas trop que j'entende les bébés, mais bon, je les entendais quand même. Oui. Et là, c'est passé la nuit. J'ai tenu bon jusqu'à 1h du matin. Et après, à 1h du matin, j'ai sonné. Je dis, ça va pas. J'ai trop de douleurs, trop de contractions. Et en plus, ces douleurs-là, quand on accouche, moi, j'avais déjà accouché de Gabriel 9 ans avant. C'est pour de la joie, c'est pour du bonheur. C'est pour ces douleurs-là, on les vit pas de la même manière. Là, c'était insupportable. Là, ces douleurs, j'en voulais pas. J'en voulais pas. Je voulais pas souffrir. Donc, à 1h du matin, on m'a sorti de la chambre de maternité pour m'installer dans une salle de naissance où on m'a posé une péridurale. Et je n'ai pas dormi de la nuit du tout. On m'a dit, reposez-vous, dormez, ça va aller. Oui, non, j'ai pas dormi de la nuit du tout. Et on m'a dit, voilà, donc le travail va se faire et puis demain dans la journée, ça, voilà, vous allez mettre au monde votre bébé. Bon, très bien. Donc la nuit se passe comme ça et Rose a été merveilleuse parce que ça n'a pas duré. C'est-à-dire que à 10h, j'étais dilatée à 10 le lendemain matin. Et donc la sage-femme, oui, il y a une sage-femme qui était là avec une auxiliaire de puériculture et une obstétricienne. C'est la seule obstétricienne d'ailleurs de la clinique qui faisait les interruptions médicales de grossesse.
Et, voilà, ensemble, on a mis au monde Rose très rapidement. Donc, à 10h, j'étais dilatée à 10 et à 10h33, elle était sortie. Donc, sans bruit, évidemment. Oui. Il n'y a pas de son là, hein. On met au monde le bébé, mais on sait très bien qu'il ne va pas pleurer. L'auxiliaire de puériculture l'a pris Rose, pour me la préparer. Donc, il y a une petite grand-mère qui prépare des petits cocons en laine pour les bébés comme ça qui naissent sans vie et qui les offre à la maternité. Donc, on m'a préparé Rose dans ce petit cocon de laine et qui était rose aussi. Ça m'a touchée. Et l'auxiliaire de puériculture a pris les empreintes de Rose, a écrit sur un petit bracelet de naissance son prénom, sa date de naissance. Donc, j'ai tout ça à la maison. Ok. Et c'est très précieux. Et elle m'a apporté Rose. Et donc, mon compagnon, lui, ne souhaitait pas voir Rose. Donc, ça, c'est tout à fait respectable et je n'en veux pas du tout. Et donc, il est sorti. Et l'auxiliaire donc m'a mis dans les bras Rose, dans son petit cocon, et elle m'a dit, voilà, je vous laisse le temps que vous avez besoin. Vous pouvez la sortir du cocon, vous pouvez voilà la mettre contre vous. Donc j'ai fait tout ça. J'ai beaucoup observé Rose. Et Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? c'était très touchant parce que c'était mon bébé. Bah oui. Parce qu'il fallait que je l'embrasse, fallait que je la touche, fallait que je lui dise au revoir. Et ça m'a fait du bien. Même si c'était difficile, ça m'a fait du bien de passer ce petit temps avec elle. Ensuite, elle est revenue et elle a pris Rose dans son petit couffin et elle m'a dit que je pouvais la réclamer dans la journée autant que j'avais besoin. Donc après, on m'a installée dans la chambre de maternité. Voilà, toujours pareil, au fond du couloir, hein, pour pas que j'entende, mais bon, j'entendais toujours hein, les bébés autour, les mamans, voilà. Et moi, j'étais dans ma chambre avec mon compagnon, mais bon, il n'y avait pas de bébé avec nous. Voilà. Donc ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment une épreuve qui est difficile. Et voilà. Donc, et malgré tout, j'avais aussi une délivrance. Même si effectivement c'était difficile, mais voilà, ça y est, la Rose c'était fini, j'avais mis au monde, et elle était plus là, mais c'était aussi une délivrance pour pour affronter la suite, pour nous reconstruire, pour faire notre deuil. C'était la première étape. Oui. C'était la première étape. Voilà. Et bon, je suis pas restée très longtemps. J'ai dû rester 2 jours à la maternité. 2 jours. C'est déjà pas mal. Oui. Et après, on est rentré à la maison. Est-ce que tu as revu la psychologue pendant ce séjour? Alors, pas pendant le séjour, mais après. D'accord. J'ai eu 3 rendez-vous avec elle. D'accord. C'est la maternité qui les a organisés? Oui, c'est la maternité qui les a organisés. J'ai eu 3 rendez-vous avec elle, mais je n'ai pas fait que ça. J'étais déjà dans quelque chose de spirituel dans ma vie. Je suis assez tournée vers la spiritualité. Mais là, Rose, elle m'a vraiment ouvert
à quelque chose de plus, où j'ai participé à beaucoup de cercles de femmes, où je me suis accordé des temps avec des massages ayurvédiques qui m'ont fait énormément de bien, de bien à mon corps, ce corps qui avait souffert, qui avait été meurtri. Et bien, ces massages-là m'ont beaucoup apporté. Ensuite, j'ai peint des galets avec des petits anges et sa date de naissance et son prénom. Et ces petits galets, ils ont voyagé. Je les ai déposés en forêt, je les ai déposés à la plage. J'en ai offert pour qu'ils puissent voyager, pour que Rose elle puisse voyager. Donc ça, j'ai beaucoup peint de galets. On a envoyé des lanternes aussi à Rose, beaucoup, avec plusieurs personnes, avec mes parents, avec les parents de Christophe, avec nos amis, avec Gabriel. Donc ça a vraiment été très très salutaire. Euh, j'ai on a planté un rosier dans notre jardin. J'ai voulu que Rose ne soit pas quelque chose de négatif. J'ai voulu en faire quelque chose de positif dans ma vie. Et c'est le cas. Parce que aujourd'hui, j'organise des cercles de femmes. Aujourd'hui, je suis très sensible à la nature, à ce qui peut se passer autour de nous. Mon approche avec mes patients n'est plus du tout la même aussi. Le regard que je peux poser sur mes patients n'est pas du tout le même. Il y a vraiment eu un avant et un après de Rose. Et Elle a laissé son empreinte quelque part oui, dans ta vie, une empreinte importante du coup. exactement. Rose a vraiment ouvert des choses chez moi. Et la femme que je suis aujourd'hui, eh ben, je peux dire que Rose y a contribué. Donc, je la remercie. Elle n'est pas, de toute façon, elle n'est pas passée dans ma vie pour rien. Ça, sûrement pas. Elle est passée dans ma vie pour quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est pour ouvrir la femme que je suis aujourd'hui et c'est chouette. Vraiment. Donc, tu as pu célébrer l'arrivée de Rose dans ta vie, quelque part. Tu as pu le concrétiser à travers beaucoup de rituels et tu as Oui, donné un sens à tout ça. Donc, c'est beau, je trouve. oui, 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 oui. Et tu dirais que quelle force elle t'a donné, Rose, en faisant ce passage dans ta vie? Une force que on peut tout surmonter. Parce que quand on a surmonté de mettre au monde comme ça un bébé sans vie, euh, voilà, pour une femme, pour une mère, eh bien, on peut tout surmonter. Aujourd'hui, je sais que il peut se passer n'importe quoi, je le surmonterai. J'ai cette force et ce courage que j'avais écrit en mantra dans la maison. Ok. Je l'ai. Il est en toi maintenant, il est ancré en toi. Oui, il est ancré en moi. Ok. Et ça, c'est Rose qui m'a apporté ça. Ok. Et alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de Blandine qui est arrivée après Rose? Elle est arrivée combien de temps après, Blandine? Très rapidement. Alors, Rose est née le 5 mai 2021 et Mhm. Blandine s'est installée dans mon ventre le 18 juillet 2021. D'accord. Donc, Donc, assez rapidement. très rapidement. Et quand je suis allée revoir l'obstétricien pour lui dire, ben, je suis enceinte, il m'a dit, mais comment ça parce qu'il me dit, en principe, je vois les femmes de nouveau enceintes après une épreuve comme vous avez traversée qu'un an après. Hmm. Là, moi, j'étais enceinte 2 mois après. Et ça
Je pense que c'est lié aussi à tout ce travail que j'avais fait très rapidement après. Ouais, Pour un travail d'acceptation finalement. oui, pour rebondir de tout ça très rapidement. Et donc, ben, Rose a ouvert l'arrivée de Blandine. Et donc, avec ben, un gros point d'interrogation sur sa santé, une grosse inquiétude, hein, bien sûr, hein, une grossesse pas sereine, hein, malgré tout. Hein. Mais en même temps, je me disais, ben, si elle est là, c'est qu'il y a une raison elle aussi, c'est que elle va aller bien, c'est que ben voilà, les examens petit à petit montraient que oui, qu'effectivement tout allait bien, les échographies, les bilans sanguins. Bon ben voilà, elle était là. Et ce petit bébé arc-en-ciel, parce que c'est comme ça qu'on les nomme les petits bébés qui arrivent après un bébé qui est né sans vie. Eh ben, elle a montré qu'elle était pleine de vie. Hmm. Et Blandine, quand elle est née toute petite. Elle est née à 2,160 kg parce qu'il y avait un problème sur le placenta. Rien n'est facile hein, dans ma maternité, dans les grossesses, rien n'est facile. Donc, évidemment, il y avait quand même une petite épreuve à surmonter, c'est que ben, Blandine, son placenta fonctionnait mal le dernier mois de la grossesse. Donc, le poids, le dernier kilo qu'elle aurait dû prendre, elle n'a pas pris. Donc, tout petit bébé et un bébé qui ressemblait trait pour trait au niveau du visage à Rose. D'accord. Et ça a été très compliqué pour moi. Ok. Euh, parce que je me retrouvais avec déjà une double grossesse, parce qu'une continuité de grossesse, hein, moi, j'ai eu 15 mois de grossesse, hein, Ouais, euh, c'est énorme. donc c'est énorme, et puis pas le temps finalement de me poser réellement après Rose, réentamer une grossesse, et ce petit bébé que j'avais dans les bras qui était, elle, plein de vie, qui ressemblait à sa sœur. Hmm. Donc, les débuts, oui, les débuts, j'avoue que le postpartum de Blandine a été très compliqué. J'ai été très entourée. Les sages-femmes à domicile qui m'ont accompagnée pendant tout ce parcours-là ont été des rocs, sont venus tous les jours à la maison après le retour à la maison. Euh, j'ai eu aussi l'accompagnement d'une infirmière puéricultrice pour la mise au sein qui était difficile parce que petit poids, donc difficile à prendre le sein. Donc j'ai eu voilà, une chance d'avoir Marion qui a été très très présente auprès de moi, qui m'a pas lâchée pour que je puisse allaiter Blandine. Et là, on est encore à 18 mois en train d'allaiter Blandine. Et, euh, et qui c'est que j'ai eu aussi j'ai continué mes cercles de femmes. J'ai continué. J'ai fait un bain connecté. Mhm. Donc un bain thalasso. Donc là, ce jour-là, j'avais je ne sais pas combien de femmes autour de moi à la maison. Donc, parce que j'avais la personne qui est venue pour le bain connecté, Raphaël, qui est une amie à moi. J'ai eu une personne qui fait de la coco, donc qui est venue avec ses baguettes pour que Blandine puisse communiquer avec nous à travers le bain et à travers elle, pour nous dire Mhm. des choses. Il y avait la sage-femme qui était là aussi ce jour-là, mon compagnon, moi. Et puis, on a fait venir aussi une photographe pour immortaliser ce moment-là. C'est une vraie cérémonie d'accueil. Exactement, c'était une vraie cérémonie d'accueil. Et donc là, sur ce temps-là, eh bien, Blandine, à travers les baguettes et à travers ce bain thalasso, elle a pu nous dire qu'elle n'était pas rose, qu'elle était bien Mm. Blandine, que il fallait voilà, la considérer comme telle, et que comment dire
qu'elle était là, qu'elle était pleine de vie, qu'elle était là, qu'elle allait bien, que voilà, que la vie allait être douce avec elle, et c'est vrai. La vie Hmm. est douce avec elle. Et donc là, à ce moment-là, elle avait 3 semaines de vie, donc l'allaitement était très compliqué. Elle prenait pas le sein, elle n'y arrivait pas. On a mis en place plein de choses, mais ça marchait pas. Et après ce bain, après cette coco, les filles m'ont dit, installe-toi dans le canapé, enveloppe-la dans la serviette et mets-la au sein. Tu vas voir. Et là, elle a pris mon sein. Et là, Hmm. c'était magique. Là, c'était magique. Là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ça y est, elle arrive à prendre mon sein. Et là, c'était merveilleux. Vraiment. Ça a été le début de l'allaitement, du coup, plus fluide? Oui, exactement. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a fait un cercle de femmes à la fin de ma grossesse, quelques jours avant la naissance de Blandine. Donc, j'ai eu tout un tas de soutiens de femmes qui ont été vraiment autour de moi, d'amis qui m'ont vraiment soutenue. Et j'avoue que on dit que quand on accueille un bébé, il faut un village, mais ben, je l'ai eu ce village-là. Et ça a été très précieux. Hmm. Ça m'a aidé, vraiment. Quel souvenir tu gardes de l'accouchement de Blandine, de la venue au monde de Blandine, du coup? Alors, un petit regret, parce que je me suis trop laissée envahir par mes peurs. Bon, après, voilà, hein, c'est comme ça, mais Oui, j'ai géré comme j'ai pu. Mais j'aurais bien aimé un accouchement un peu plus physiologique, d'accord. un peu plus nature que j'ai eu. C'est-à-dire que j'ai eu un déclenchement, j'ai eu une pause de péridurale, j'ai eu voilà un accouchement standard. Euh, voilà, ça serait mon petit regret de me dire de m'être laissée trop embarquer par mes peurs et de pas avoir été suffisamment à l'écoute de ce que j'avais envie et besoin. Hmm. Parce que pour Gabriel, on était parti sur un accouchement à domicile. Donc, il s'est fini en césarienne, mais je suis restée 14 heures à la maison avec la sage-femme, où j'ai fait le bain, les promenades, j'ai fait un gâteau pendant mes contractions. J'ai fait tout un tas de choses euh, pour mettre au monde Gabriel. Et là, c'est vrai que j'ai pas eu ça. Elle est née en 6 heures. Ça a été très rapide. Et bon, voilà. Aujourd'hui, 18 mois après, je peux dire que ça a été mon petit regret de de pas avoir été suffisamment en alerte et à l'écoute de ce que j'avais réellement besoin. Je me suis un peu laissée faire par l'équipe médicale. En même temps, tu étais aussi vachement vulnérable, j'imagine. Donc, Oui, c'est ça. Je pense qu'effectivement, à ce moment-là, j'étais pas en mesure oui, de prendre des décisions vraiment, je sais pas, je sais pas. ok. Et puis, il y avait cette histoire de petit poids. Bon. Oui, c'est ça, c'est ça. En plus, elle est née toute petite, et puis j'avais peur, j'avais peur. Ouais. Non, mais c'est compréhensible. C'est J'avais compréhensible. peur, donc ce bébé, mais je voulais qu'elle arrive rapidement, je voulais la voir, je voulais voir qu'elle était bien en Oui. vie, qu'elle respirait, voilà, je voulais la voir sur moi, et c'était mon seul objectif en fait. Ouais. Connecter avec elle, la Voilà, sentir vivante, l'entendre. voilà, exactement. Hmm. Ok. Mm. Je te remercie beaucoup, Julie. Est-ce que tu as un message à passer aux mamans qui ont vécu un deuil périnatal ou qui sont en train de le vivre peut-être actuellement et qui écouteront l'épisode? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Qu'elle soit entourée, qu'elle n'hésite pas à en parler, que ce n'est pas tabou. Faut pas le cacher ou ne pas hésiter à en parler. En parler, c'est libérateur. Parlez de vos bébés, parlez de ce que vous ressentez, faites-les vivre, ces bébés-là. Hmm. Et, euh, et surtout, écouter ses besoins, ses ressentis, euh, faire ce qui vous fait du bien.
Donc là, moi, c'était les galets, c'était envoyer des lanternes, c'était faire des cercles de femmes, c'était faire des massages, mais ça peut être tellement d'autres choses. Se faire du bien, prendre le temps de faire ce deuil et de le vivre réellement, de pas faire semblant. Là, on peut pas faire semblant. Ouais. Et puis surtout aussi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que même si le bébé est décédé et qu'il n'est pas avec vous, bah, vous, en tant que femme, vous êtes en postpartum et vous avez autant le droit qu'on prenne soin de vous qu'une femme qui a son bébé, voire peut-être même encore plus, j'en sais rien, parce que ce que vous vivez, c'est vraiment difficile émotionnellement, physiquement. Donc, il faut pas oublier que voilà, vous êtes aussi en postpartum et vous avez le droit à ce qu'on prenne soin de vous. Exactement. Et moi, je remercierai jamais assez Béatrice, cette auxiliaire de puériculture qui a mis tout ça en place comme pour un bébé en vie, qui me l'a préparé, qui a fait ses empreintes, qui a fait son petit bracelet, qui l'a fait exister. Et aujourd'hui, Rose, elle est sur notre livret de famille, elle fait partie de notre famille. J'allais te poser la question, est-ce que vous avez pu la déclarer? Oui, oui, oui. Rose, elle est sur notre livret de famille. On avait le choix. On pouvait faire le choix de la mettre ou pas. Mais nous, on a décidé de la mettre. Oui, en t'écoutant, ça me semble évident, mais elle fait vraiment partie de votre famille, quoi. Oui, exactement. Elle fait partie de votre histoire. Ça a été difficile pour Gabriel de vivre tout ça en tant que grand frère? Alors, en tant que grand frère, Gabriel, donc on lui a rien caché. On lui a décrit toutes les étapes, on lui a dit ce qui se passait. Donc, il a beaucoup dessiné, beaucoup écrit. J'ai retrouvé un dessin où il a écrit je veux pas que le bébé il parte du ventre de maman. Donc, on l'a beaucoup fait parler. Il a été au cœur avec nous de tout ce qui se passait. Et quand donc j'ai été enceinte de Blandine, là il m'a dit là ce bébé-là il faut pas qu'elle parte. Hein. Elle va bien maman, elle va bien. Et régulièrement il me disait elle va bien Blandine, elle va bien. Et bon il s'est calmé avec ça, mais les mois qui ont suivi la naissance de Blandine, il le répétait ça. Elle va bien petite sœur. Oui elle va bien petite sœur. Et c'est un grand frère qui est tellement attentionné, qui est tellement proche de sa sœur qu'il attendait, sa petite sœur, et qui lui donne le bain, qui la fait manger, qui joue avec elle, voilà, qui est très, très présent. Là, ça m'émeut beaucoup. Et il va bien, Gabriel, parce que je pense que le fait qu'on lui ait rien caché, le fait qu'il ait participé avec nous à tout ça, voilà, il a envoyé des lanternes, lui aussi, il a peint des galets, lui aussi, il les a déposés, lui aussi, il a participé à tout ça. Et je crois que ça a été important pour lui, ça. Oui, ça lui a permis aussi de faire son deuil et de traverser ça. Et je trouve ça très intéressant, la manière dont tu en parles, que tu expliques comment tu as accueilli ça et comment tu l'as intégré dans ta vie. Parce qu'au moins, c'est pas un sujet tabou. Alors que on en entend quand même très peu parler des deuils comme ça. Ça reste tabou. Les gens, voilà, ils le vivent, mais ils le gardent pour eux. Ils partagent pas forcément autour de ça parce que bah, les situations s'y prêtent pas. Mais en même temps, c'est tellement important pour ceux qui le vivent. Oui, tout à fait. Tout à pouvoir fait. savoir qu'ils sont pas seuls et qu'il y en a d'autres et qu'on on peut en sortir grandi, plus fort, et qu'on peut accueillir un bébé en bonne santé après. Oui, complètement. Complètement. On peut accueillir un bébé en bonne santé après. C'est certain. Parce que ce que m'avait dit l'obstétricien, il m'avait dit, c'est bon, ben effectivement, c'est une malchance. Cette petite Rose, elle a la trisomie 18, mais sachez que si vous avez un autre bébé, il y a toutes les chances que ce bébé qui va suivre soit en bonne santé. Voilà, il n'y a aucune raison. Donc, faut garder espoir. Gardez l'espoir. Merci, on va finir là-dessus, je crois. Merci beaucoup, Julie. Et puis, bah, je vous souhaite une belle continuation avec votre famille. Merci Marie-Laure, merci beaucoup.